Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses, je vous remercie pour votre visite. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite à propos du concept Reductio ad Hitlerum, d'une part, et sur le malentendu que cela peut engendrer d'autre part. J'ai choisi de partager avec vous une élaboration à ce propos, tout simplement parce qu'on a pu constater ces dernières années que dans l'espace public, ce procédé rhétorique est de plus en plus fréquent. Ce concept est une locution latine qui décrit tout simplement comment, dans un débat qui oppose par exemple un protagoniste et un antagoniste, le protagoniste va utiliser une phrase énoncée par l'antagoniste pour faire une référence au nazisme, et en particulier à Adolf Hitler, à tous les objets qui, dans la représentation populaire, incarnent le mal et qui ont à voir avec cette idéologie. Les camps de concentration, la Gestapo, les génocides, les SS, Hitler, etc. Voici une illustration qui est un extrait d'un entretien fait avec un penseur de l'économie et de la politique, Étienne Chouard. Sur ce terrain, je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Entretien sur lequel je vais d'ailleurs revenir. Cette expression pourrait être aussi ce que certains appellent la boussole du mal. Comme je vous l'avais mentionné précédemment, il y a dans tout débat deux types d'attaques faites à un interlocuteur. Alors, il y a deux sortes de personnalisation des conflits. Il y a ce qu'on appelle l'attaque ad hominem, qui est correcte, qui est banale, et qui consiste à critiquer, dévaloriser, attaquer chez l'adversaire ses propos, ses idées, ses théories, ses décisions, etc. La deuxième personnalisation, c'est ce qu'on appelle une attaque ad personam, s'en prendre directement à la personne elle-même, à ses qualités, ses défauts, à ce qu'elle est. Ceci est destiné en fait à enfermer l'adversaire dans une espèce de conserve culturelle avec une étiquette qui le rend dorénavant quasiment infréquentable, bon, tout au moins au niveau des médias. Cette réduction, elle, emprunte à la fois à l'une et à l'autre des attaques. Historiquement, ce concept a été élaboré au début des années 50 par un philosophe américain, Léo Strauss, qui avait constaté que dans certains débats, en particulier dans des forums de discussion, ce procédé rhétorique pouvait survenir, et en particulier au moment où le dialogue devenait de plus en plus tendu, de plus en plus serré, et où les interlocuteurs avaient de plus en plus de difficultés à énoncer des arguments ou des preuves. À ce propos, je vous rappelle que dans certains débats publics, contradictoires ou non, les protagonistes utilisent des procédés rhétoriques qui, par exemple, incitent à la réprobation morale, à créer un brouillard, à impressionner, voire intimider, à manipuler, à privilégier un modèle sur la réalité, à simplifier, à généraliser, à faire appel au bon sens, entre guillemets, au fatalisme, à des préjugés, qui ne résistent pas au filtre de la pensée critique. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité, qui consiste à faire référence, par exemple, à la science, et à ce moment-là de convoquer un expert qui valide votre raisonnement. Mais aussi l'inversion accusatoire, qui consiste à passer du statut de bourreau au statut de victime. L'effet recherché est en fait de faire croire au public qu'il devient intelligent, tout en prenant, comme on dit vulgairement, les gens pour des imbéciles. Le sociologue Godwin a lui aussi établi une loi qui démontre que statistiquement, ce phénomène est tout à fait possible, et même fréquent. Le malentendu. L'écrivain d'origine tchèque Milan Kundera racontait qu'à l'âge de 20 ans, il a été déporté. Il descend du wagon dans ce camp de concentration, dans une file d'attente pour un tri, et se retrouve en face d'un personnage assis sur une chaise devant une table avec une liste de noms. Il a un air de petit fonctionnaire avec un costume défraîchi, une paire de lunettes, et sans même le regarder, il lui demande son identité, il coche une case, puis il lui demande son métier. Et Milan, qui n'a que des rudiments d'allemand, lui répond « Student ». Et dans ce brouhaha que l'on peut imaginer, vu le contexte, ce Quidam entend « Stuckateur », qui en allemand signifie « plâtrier ». Or, dans ce camp d'extermination,
il y a un travail obligatoire et les plâtriers sont particulièrement recherchés. Il installe donc Milan sur la file de droite, alors que sur la file de gauche, les hommes, eux, sont systématiquement dirigés vers un lieu où ils seront tués par asphyxie avec un poison, puis incinérés dans un crématorium. Donc Kundera illustre à ce propos comment une existence peut basculer en un quart de seconde à partir de ce malentendu. À ce propos, la philosophe américaine d'origine allemande Hannah Arendt, brillamment élaborée sur les rouages humains des totalitarismes et du nazisme en particulier, dans les suites du procès d'Adolf Eichmann, en démontrant que ces personnages, dans leur immense majorité, sont des individus médiocres. Alors, si ce procédé s'adresse à un antagoniste, seulement un tout petit pourcentage revendique officiellement une adhésion à cette idéologie nazie ou néo-nazie, donc une infime minorité. La majorité des antagonistes, le plus souvent, n'a strictement rien à voir avec cette idéologie. Ce qui fait que cela engendre un malentendu dans le public, qui peut alimenter une rumeur à propos de cet antagoniste. Il peut devenir dorénavant infréquentable, inaudible, et progressivement, comme on dit, disparaître de l'espace public, n'étant plus invité à des débats, n'étant plus reconnu lui-même comme expert dans un domaine. Une fois qu'on a dit que Shoah est un fasciste, on arrive à ne plus parler avec lui. On n'a plus l'obligation d'argumenter, on n'est plus obligé de discuter. Et donc on a disqualifié le messager pour ne pas avoir à discuter du message. C'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je ne puisse pas parler de mon sujet. Parce que comment ça se fait que ça arrive dans la conversation? On peut constater que l'effet de surprise a lieu. Monsieur Schwartz se montre déstabilisé, il est à la fois inquiet, frustré, étonné. Je le répète, il ne faut pas y répondre, mais il y répond plus ou moins de travers, planer un malentendu, etc., etc. Tout ce qui fait que cela ne peut qu'aggraver les choses à son sujet. À ce stade, on pourrait dire vulgairement qu'il est sous l'eau. Vous êtes dans une juridiction nord-américaine, dans une affaire criminelle. Ce type de comportement vous discrédite définitivement, que vous soyez expert. Adolf Hitler lui-même mentionnait le fait que lorsqu'il construit un discours, qui bien entendu à l'époque durait plus d'1 heure, il faut que ce discours soit scandé de temps en temps par les éléments les plus vils et les plus stupides. Il plaçait systématiquement une phrase dont le contenu était fait de propos injurieux, perfides, dangereux, et qui s'adressait à un ennemi, toujours le même. Et selon lui, cette simple phrase, qui allait chercher le public du côté de la sphère émotionnelle, améliorer un capital de sympathie du public vis-à-vis de l'orateur. Donc ce malentendu peut alimenter une rumeur. Alors je vous rappelle que la rumeur, c'est une espèce d'organe vivant qui naît, qui vit, qui meurt, dont la durée de vie est d'environ quelques semaines à quelques mois. Tout le monde sait que plus on dément une rumeur et plus elle enfle, comme on dit. Dans un village de l'Afrique subsaharienne, un jour de marché, 2 femmes près d'une fontaine discutent et puis répandent une rumeur selon laquelle, dans la foule, il y aurait un individu, un étranger, qui par magie pourrait réduire la taille du sexe des hommes. Cette rumeur se répand, un petit groupe d'hommes localise un type que personne n'a jamais vu, il se défend et puis il le tue. À propos de la rumeur, je vous conseille, comme je l'ai fait précédemment, la lecture des œuvres d'Edgar Morin, et en particulier le travail magistral qu'il a fait à propos de la rumeur d'Orléans, où il a bien démontré comment derrière chaque rumeur, il y a un arrière-plan idéologique, le plus souvent. Dans ce cas, la rumeur était alimentée par l'idée que des jeunes femmes disparaissaient dans un salon d'essayage pour être livrées à du trafic humain, la prostitution. Et en fait, cette rumeur était alimentée par un antisémitisme. Dans la langue de bois, qui utilise un certain nombre de figures de style, il y a l'hyperbole. Cette réductio ad iterum est une hyperbole. C'est l'opposé de l'euphémisme. L'euphémisme consiste à adoucir une réalité. L'hyperbole consiste à durcir une réalité, à dramatiser les choses.
Je vous rappelle qu'un émetteur s'adresse à un récepteur et le discours est porté sur une réalité et non pas la réalité. Ce qui fait la dangerosité de la langue de bois, son caractère délétère et cette attaque faite à la pensée humaine, c'est que ce discours est furtif, quotidien, répétitif et qu'il établit une confusion permanente entre une réalité et la réalité. Un journaliste vous informe d'une prochaine grève légale dans un service public et d'ajouter les usagers sont pris en otage. Pourquoi durcir une réalité? Tout simplement pour aller chercher l'antagoniste, mais aussi le public, du côté de la sphère émotionnelle. Comme on dit, de déclencher les émotions de base. La peur, la haine, la colère, la joie, l'amour, etc. Et ce, de manière explicite. Et conjointement, de manière implicite, faire raisonner le public à l'affect, c'est altérer son jugement critique. C'est altérer les capacités du public à élaborer la réalité, à prendre du recul par rapport à cette réalité. Ce qui fait que le public devient plus vulnérable à tout procédé d'endoctrinement, d'influence, de suggestion, de formatage, de décervelage. Si un spot publicitaire surgit au cours de la vision d'un film, il sera d'autant plus efficace que ce film rend à ce moment-là le spectateur anxieux. Dans la langue de bois, il y a un certain nombre d'hyperboles, et en particulier des qualificatifs qui s'adressent à des personnes, dont le suffixe est iste. Voici une liste des principales hyperboles que l'on peut entendre fréquemment dans les médias contemporains. Certains sont particulièrement inquiétants, terroristes, fascistes, racistes, etc. L'effet hyperbolique peut être fabriqué avec un préfixe. D'autre part, l'hyperbole est d'autant plus efficace qu'elle survient de manière inattendue. Il faut qu'il y ait un effet de surprise dans le public. Si dans un discours, il y a, comme on dit, de l'hyperbole, toutes les 5 minutes, ça ne fonctionne pas. Il faut surprendre le public et aussi l'antagoniste. Dans cet extrait de l'entretien, on peut constater l'effet de surprise. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, Là-dessus que je trouve que vous n'êtes pas clair. Bon, bah, la chambre à gaz existait, mais bon, Alors, si l'on revient sur cette interview, on peut déjà noter qu'au niveau du cadre, il y a un certain nombre de signes qui devraient, chez l'invité, engendrer un surcroît de prudence, un surcroît de méfiance, de neutralité. Tout simplement parce qu'il est lui seul confronté à 2 journalistes. tout petit peu sur cet aspect-là, t'es incroyablement léger, je trouve. Parce que... Mais 2 journalistes qui font partie de la même équipe, dont l'idéologie politique d'arrière-plan est probablement la même. Et dans la tête du public, on va se retrouver comme dans un scénario hollywoodien, un thriller. Ça se passe dans une salle d'interrogatoire, il y a un type qu'on vient d'arrêter, et puis il y a 2 policiers. Alors il y en a un qui joue le rôle du good cop, qui lui dit « Bon, ton frère a été assassiné, tu sais, moi quand j'étais gamin, mon frère a été tué par une voiture, je comprends ce que tu ressens, veux-tu un café ?» Aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement une personne lambda qui donne son point de vue, vous êtes une personne qui est écoutée, vous êtes une personne même, je vais vous dire, qui représente aujourd'hui, parce qu'on vous a assimilé à eux les gilets jaunes. Et puis un bad cop qui lui dit « Écoute, on a toutes les preuves contre toi, il faut que tu te mettes à table et que tu nous donnes immédiatement le nom du commanditaire, sinon ta vie est foutue. » Et c'est le cadre de cette interview. Que j'avais invités ne sont pas venus parce que tu venais, c'est-à-dire qu'ils refusent de parler avec toi. Tu te reproches de ce qu'ils disent confusionniste, c'est-à-dire de faire une passerelle entre les rouges et les bruns, de quelque part promouvoir le négationnisme et l'antisémitisme. Le problème, c'est... Alors, je vous rappelle à ce propos que j'ai partagé une vidéo pour illustrer le fait qu'un certain nombre de journalistes, francophones, volontairement ou involontairement, utilisent certains procédés qui sont à l'œuvre quotidiennement dans l'espace judiciaire nord-américain. J'ai moi-même fait des formations aux États-Unis à ce propos en tant qu'expert, et ça m'a permis de me familiariser avec, par exemple, environ une vingtaine de questions types qui sont ce qu'on appelle des trick questions, des questions pièges.
Ces formations vous donnent un éclairage sur les rouages, les mécanismes, les enjeux, les interactions, les procédures, les jurisprudences, etc., qui sont à l'œuvre depuis des générations dans l'espace judiciaire nord-américain. Si vous n'avez pas un minimum de connaissances dans ce domaine, une fois que vous aurez lu votre rapport en tant qu'expert, vous allez vous être confronté à un jeu de questions-réponses. La plupart du temps, les protagonistes qui sont en face de vous, comme on dit, par exemple un avocat, a pour intention de déconstruire cette confiance, de vous décrédibiliser. Donc si vous n'êtes pas au fait de tout ceci, vous allez vous retrouver, comme on dit, sous l'eau. Ces formations insistent évidemment beaucoup sur ce qu'on appelle les interactions entre les divers protagonistes. Il y a bien entendu des interactions verbales et non verbales. Voici par exemple un type de comportement qu'il ne faut jamais avoir en situation. Alors, par exemple, pour ce qui est de la communication verbale, une question intitulée « Punch after the bell question » qui se déroule de la manière suivante. L'avocat qui vient de chahuter l'expert depuis 1 heure ou 2 s'adresse au protagoniste du tribunal en exprimant le fait qu'il a fait le tour de la question. Toutefois, il demande quelques secondes pour vérifier une note. Alors, il se dirige vers son espace, il fait semblant de vérifier une note, il a un bref échange avec son associé ou son assistant, puis il revient vers l'expert. Et à ce moment-là, il pose une question. Et la réponse à cette question va être la clé de voûte de son argumentation. Or, au moment où il lui pose cette question, l'expert, lui, il est fatigué, il n'est pas dans son paysage habituel, il est déconcentré, il est vulnérable. Et c'est pourquoi aux États-Unis, ce type de questions qui sont cruciales, elles sont toujours posées entre 15h et 17h, au moment de la journée où les gens sont fatigués, déconcentrés et vulnérables. Cette question a une illustration dans une série légendaire d'Inspecteur Colombo, avec une réplique qui est quasiment une marque de fabrique, un inspecteur de police de Los Angeles plutôt atypique, avec un imperméable défraîchi, un pantalon qui lui tombe sur les chaussures, une tignasse qui va de travers. De surcroît, l'acteur lui-même est borgne, un cigare à moitié allumé dans la main. Il est au volant d'une automobile française oxydée. Et après avoir discuté à bâton rompu avec un protagoniste qu'il pense être le criminel, il quitte le lieu, puis revient, et en le rassurant, il pose une question en apparence banale. Oh, Mr. Derwin, just one more thing, sir. Yes, Lieutenant. I hate to bother you. Could I borrow a dime? Et la réponse à la question va être la clé de voûte de son investigation pour démontrer que ce protagoniste est coupable. Dans la formation que j'ai faite, il y a par exemple un catalogue d'environ 20 à 30 questions qu'on appelle les trick questions, qui sont codifiées, qui sont analysées depuis des générations dans les milieux juridiques, que tout le monde connaît, qui sont la plupart du temps des questions pièges, destinées, je le répète, à déstabiliser, décrédibiliser un témoin, un expert ou autre. Bon, que sur le plateau, il y ait des animateurs, des journalistes, des polémistes qui posent ce genre de questions. La plupart du temps, ces questions qui sont codifiées, il ne faut pas y répondre. Il faut, comme on dit, reformuler les choses. Je vous donne 2-3 exemples. Une question qui comporte une double négation. Une question qui comporte la réponse. Une question qui est incompréhensible ou inaudible. Une question qui induit un type de réponse, ou reformuler, mais surtout ne pas y répondre. Parce que quelle que soit la réponse que vous donnez, vous vous mettez en danger. Et surtout, vous risquez de corrompre, je le répète, votre capital confiance dans le public, dans la tête du public. Alors dans ce cas particulier, peut-être que M. Chouard aurait pu reformuler cette question qui contient la réponse, donc à laquelle il ne faut pas répondre, en invitant les journalistes à expliciter s'ils veulent ou non orienter le débat vers une autre thématique. Et si cette thématique, c'est par exemple les camps de concentration ou le nazisme, il faut tout d'abord en informer le public. Et l'invité lui-même est tout à fait d'accord pour s'engager dans ce débat. Même si lui-même, il n'est pas historien de la Seconde Guerre mondiale, s'il n'a eu à sa disposition que quelques lectures et puis des informations, et même s'il n'est pas un spécialiste du nazisme. Sans doute cela aurait-il
désamorcer le piège. Il est à noter aussi que quand des antagonistes se retrouvent piégés par ce type de procédé rhétorique, par la suite, ils vont publiquement revenir sur cette affaire pour plaider les circonstances atténuantes, pour démentir les propos. C'était important que je leur signale que je ne suis pas négationniste. Pour faire un constat public d'échec, d'insuffisance, de naïveté, d'imprudence, etc. Il faut que les gens qui ont de mauvaises pensées puissent les dire. Tout ceci est complètement improductif et inutile en matière de communication. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Pourquoi? Parce que ce stade, on est au stade de la rumeur. Et cette rumeur, vous n'avez aucun contrôle sur elle. Hein, de même que le type qui se fait tuer à coups de pierre sur un marché, il n'a aucun contrôle sur sa vie. Hein. Il dépend de cette espèce de rumeur qui enflamme les passions, hein, et qui va chercher les gens du côté de la sphère émotionnelle. Y a-t-il une conclusion à cette élaboration? S'il y en a une, elle ne serait que provisoire. Toutefois, voici une anecdote personnelle que je partage ici. Étant adolescent, j'avais des copains, l'un d'eux est juif, sa famille originaire d'Europe centrale, donc ashkénaze, comme on dit, son père est rabbin. Et un jour, alors que nous sommes ensemble à son domicile, il nous interpelle et nous pose une devinette. D'après vous, comment peut-on identifier un juif? Oh, bon, on reste un peu perplexe. Et il nous dit, c'est très simple, il a un grand nez. Et alors? Et bien maintenant, savez-vous pourquoi il a un grand nez? On n'essaie même pas de chercher la réponse, on attend qu'il nous la donne. Et il nous dit, il a un grand nez parce que l'air est gratuit. Et alors on se met tous les trois à rire. Bon. Les choses se situent dans les années 70, et ce type était très amateur du cinéma de Woody Allen, de l'humour juif new-yorkais, et il considérait que cette blague, qui est en fait à l'origine complètement antisémite, faisait preuve quand même d'une certaine créativité en matière d'humour, et qu'elle était capable de faire rire tout un chacun. Imaginons que je sois un homme public et qu'une association, un lobby, un individu prenne un extrait de cette anecdote avec exclusivement cette devinette, qui ferait de moi dorénavant un individu infréquentable, parce que antisémite, peut-être néo-nazi, négationniste, etc. Mais c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai contextualisé les choses. C'est un rabbin qui nous fait mourir de rire avec une histoire antisémite. Alors à propos de Woody Allen, je vous rappelle que son nom véritable était Alan Seward Königsberg, et que par exemple, il avait une définition assez humoristique d'une autostoppeuse. Et il disait, c'est une fille blonde, sculpturale, installée au bord de la route, et qui vous fait les grands signes au moment où vous arrivez en voiture, accompagnée de votre femme.